Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Thomas Schnell. À 18h16 sur Europe 1, nous recevons ce soir notre invité politique Europe 1 Soir Week-end, Mathieu Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Député Renaissance dans le Val-de-Marne. Nous avons suivi sur Europe 1 l'arrivée du président chinois Xi Jinping, qui est arrivé à l'aéroport d'Orly un peu plus tôt dans l'après-midi. Mathieu Lefebvre, la Chine de Xi Jinping est-elle une opportunité pour les entreprises françaises ou bien un risque ? C'est un défi en tout cas pour l'économie française, l'économie européenne et l'économie internationale. Et le président de la République l'a dit, il faut remettre un peu de réciprocité dans les rapports entre la France et la Chine. Quand la Chine arrive sur le marché français, il faut que les entreprises françaises aient la même capacité à accéder au marché chinois. Mais pendant trop longtemps, peut-être, on a considéré que la Chine était un grand marché d'exportation, alors qu'aujourd'hui, c'est elle-même qui exporte vers l'Union européenne. Donc il faut revoir notre logiciel économique à cette aune-là. Mais vous pensez que comment la Chine considère la France aujourd'hui ? Est-ce que c'est un interlocuteur entre guillemets de taille face à ce pays aux milliards d'habitants ? Ce qui est certain, c'est que pour faire poids, il faut évidemment considérer la France dans son rôle européen. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République recevra le président demain avec la présidente de la Commission européenne, après s'être entretenu avec le chancelier allemand. Mais enfin, ça n'est pas rien si la Chine vient en visite d'État dans notre pays. Et on a aussi une longue histoire avec nos amis chinois qu'on compte bien faire perdurer. Mais pourtant, on a vu ces images de Gabriel Attal sur le tarmac. Ce n'était pas Emmanuel Macron qui a accueilli le président chinois. Pourquoi ? Le ton est donné ? Non, je ne sais pas pour quelle raison. En tout état de cause, il y aura demain un dîner d'État. Le président de la République le recevra avec la présidente de la Commission européenne. Il n'y a évidemment aucune ambiguïté. Et vous savez, on sera au rendez-vous de ce grand défi que posent les Chinois. Si demain, par exemple, on veut poursuivre la lutte contre la transition écologique, personne ne peut penser qu'on le fera sans les Chinois. Les questions de sécurité, la lutte contre la non-prolifération, toutes ces questions-là, elles devront être résolues, évidemment, en intégrant nos alliés chinois. Des tensions commerciales, des difficultés sur la révolution énergétique, mais aussi, bien sûr, la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron peut-il convaincre Xi Jinping de ne plus soutenir Moscou dans sa guerre en Ukraine ? En tout cas, il peut le convaincre qu'un monde dans lequel la Russie déstabilise autant l'ordre international n'est pas un monde durable. Et il peut le convaincre que la Russie, à la fin, perdra beaucoup de plumes dans cette guerre et par conséquent que leurs alliés chinois également. Donc oui, l'ordre international, un monde fondé sur le droit et sur les valeurs, c'est aussi important pour les Chinois et c'est aussi ce message que redira le président de la République demain. On sait que Xi Jinping est le seul à parler à l'oreille de Vladimir Poutine aujourd'hui parmi les grands pays de ce monde. Emmanuel Macron, lui, de son côté, a répété la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine si la Russie a été amenée à percer les frontières. C'est pas d'ordre à nuire à nos relations justement avec la Chine, cette velléité du président ? Ce qui serait d'ordre à nuire aux intérêts de la France, ce serait une victoire de la Russie en Ukraine. Ça, ce serait une catastrophe absolue parce que ensuite la Moldavie, la Pologne, qui sait où s'arrêterait Vladimir Poutine. Le président de la République a eu raison de rappeler que face à un adversaire qui n'a aucune limite, nous n'en avons pas non plus et nous n'en aurons pas demain. Toutes les limites qui avaient été franchies ces dernières années, les Européens se l'étaient peut-être mises un petit peu de façon discrète et hontée et elles ont toutes été franchies parce que précisément les Russes n'ont aucune limite. Il n'est pas isolé, Emmanuel Macron, justement, dans cette position, on pourrait dire va-t-en-guerre face à la Russie. Parmi les Européens aujourd'hui, beaucoup s'étaient désolidarisés de ces propos, de la potentialité d'envoyer des troupes. Alors, c'est partiellement vrai, parce que les pays d'Europe de l'Est, notamment, s'en sont félicités. Évidemment, les Ukrainiens également. Mais surtout, si on veut gagner cette guerre, il faut s'en donner les moyens. Et on ne s'en donnera pas les moyens si on fait une politique des petits pas. Il faut dire à Vladimir Poutine qu'il ne nous impressionne pas et que nous n'avons, comme lui, aucune limite pour gagner cette guerre. Parce que cette guerre est absolument essentielle pour les valeurs et pour que l'ordre international demain, fondé sur le droit, puisse perdurer. C'est un ordre qui date de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est ce que remet en cause Vladimir Poutine. Donc cette victoire serait un drame pour nos libertés, pour nos valeurs. Donc nous y mettons toute l'énergie politique pour y parvenir. Mathieu Lefebvre, vous avez découvert hier, comme nous, la campagne de l'affiche des européennes pour la majorité présidentielle. Et il y a un invité sur cette affiche, c'est Emmanuel Macron. Aux côtés de Valérie Ayé, la situation est désespérée à ce point. Non, elle n'est pas du tout désespérée. Vous savez, Emmanuel Macron, il a fait de l'Europe le cœur de sa politique depuis 2017 parce qu'il sait qu'il n'y a pas de France sans Europe et pas d'Europe sans la France. Il porte notre projet depuis le début. Il est évidemment le premier soutien de Valérie Ayé et c'est bien logique qu'il figure sur le programme. Mais vous savez, dans cette campagne, il y a dans le fond des gens qui ont l'Europe un petit peu honteuse, des gens qui ont l'Europe peut-être, l'Europe oui mais. Nous, il n'y a pas de mais. C'est un oui franc et massif qui n'oublie pas la France mais qui sait que la France ne sera pas plus forte sans Europe. Cette campagne, elle a du mal à décoller. On a vu les derniers sondages. Valérie Ayé, crédité de 12% des intentions de vote, de 16,5% des intentions de vote.
Est-ce que c'est le rôle du président, du Premier ministre aussi de s'engager dans cette campagne aujourd'hui ? C'est le rôle de toutes les forces de la majorité que de jeter toutes leurs forces dans cette bataille. Parce que ce qui se joue le 9 juin prochain, c'est dans le fond un conflit de civilisation. On est à la croisée des chemins dans l'Union européenne sur la question des valeurs, sur la question des droits, sur la question de l'avenir de la démocratie. Est-ce qu'on veut une Europe faite d'une minorité de blocage qui est celle de Jordan Bardella pour empêcher toute progression des droits dans l'Union européenne ? Ou bien est-ce qu'on veut une Europe fondée sur sa démocratie libérale et prospère comme le propose le président de la République ? C'est le choix qui sera à faire le 9 juin prochain. Et pour y répondre, on a besoin de tous les talents de la majorité. Mais vous avez vu ce message envoyé par les intentions de vote, puisque Jordan Bardella caracole en tête, 32% dans le dernier. Comment vous expliquez cette écrasante intention de vote pour le candidat du Rassemblement national ? Parce qu'il y a une colère dans le pays, il y a de l'angoisse chez les Français. L'Union européenne souffre également d'un déficit démocratique. Vous savez, nous ne sommes pas des eurobéards en pensant que tout va bien en plan de l'Union européenne. Mais nous disons que ceux qui s'apprêtent demain à voter Jordan Bardella mettent un bulletin contre la France et qu'ils votent contre ses intérêts. Parce que, à la fin, cette minorité de blocage à laquelle aspire Jordan Bardella, elle ne fera progresser aucune des grandes causes françaises et aucun des avancées des chantiers économiques français. Jordan Bardella, dans le fond, soit il n'a rien fait au Parlement européen, soit il a voté contre les intérêts des Français. Nous proposons autour de Valérie Hayet une candidature qui est autour des valeurs d'humanisme, de prospérité et de rassemblement. Une génération risque d'être absente dans les urnes. Ce sera le 9 juin prochain. Les jeunes aujourd'hui, quel est le problème avec les jeunes ? Comment vous expliquez aujourd'hui qu'ils ne votent pas pour la majorité ? Ils ont envie de radicalité, les jeunes. Ils ont envie soit d'extrême gauche, soit d'extrême droite, mais pas forcément d'un gouvernement en place avec ce que ça suppose de responsabilité et d'appréhension du monde tel qu'il est. Mais moi, je crois que le vote des jeunes n'est pas perdu et la cause des jeunes n'est pas perdue parce qu'ils se mobilisent précisément pour des causes très importantes et qui dépassent l'immédiateté. Ils se mobilisent pour la question environnementale, ils se mobilisent pour les droits des femmes. Et je leur dis que ces combats-là, ce sont des combats qu'on ne peut mener qu'en européen. Nous les avons menés depuis 2017 et nous continuerons à les mener. C'est cet avenir-là que je leur donne, mais encore une fois, la jeunesse ne doit pas considérer que leur avenir est simplement comptable. Son avenir, il a vocation à être radieux et prospère dans une Europe qui fonctionne, mais pas dans une Europe qui est empêchée. Ces jeunes, justement, demain, ils risquent de bloquer les lycées, des soutiens aux Palestiniens qui, depuis plusieurs semaines, bloquent les grandes facs, les grandes écoles, peut-être donc demain les établissements scolaires. Vous demandez à ce que les lycées restent en dehors du débat autour de la Palestine, autour de Gaza ? Pour moi, ça n'est pas un débat, c'est un blocage. Le blocage, c'est le contraire du débat. Pour débattre, il faut être deux. C'est ce qu'ils réclament. En tout cas, ils ont réclamé à Sciences Po, ils ont réclamé des débats avec la direction des établissements. Peut-être demain demanderont-ils des débats également dans les lycées ? Peut-être y aura-t-il des débats et ce sera très bien, mais le blocage, pour moi, c'est le contraire même de ce qui fait progresser les idées et ce qui fait progresser le combat démocratique. Mais je dis surtout à ces élèves, attention aux dérives antisémites qu'on a pu voir à Sciences Po, attention à la critique de l'existence de l'État d'Israël en tant que tel, l'antisionisme, qui est souvent auparavant de l'antisémitisme. Je leur dis de ne pas se laisser instrumentaliser et je leur dis que quand on est humaniste, on est capable de dire à la fois que le 7 octobre est une barbarie absolue, qu'on doit penser chaque jour aux 3 otages français qui sont encore retenus entre les mains des terroristes du Hamas et que dans le même temps, oui, ce qui se passe à Gaza est un drame humanitaire épouvantable et qu'on doit tout faire pour que cela cesse. Quel œil vous portez sur cette mobilisation ? Vous redoutez son extension ? Moi, je redoute l'instrumentalisation et j'espère que la parole publique sera à la hauteur. Vous savez, la jeunesse, elle est parfois attirée par des causes qui la dépassent et parfois elle a des mots qui ne sont pas ceux qu'elle aurait voulu avoir quelques années plus tard. Et moi, je dis à cette jeunesse qu'il faut être capable de dire les deux choses en même temps et évidemment, ce qui se passe à Gaza est un drame épouvantable, mais nous y répondons et la communauté internationale est tout entière tendue vers cela et c'est notamment l'objet de la trêve olympique qu'a proposé le président de la République. Et il ne faut pas instaurer un débat avec cette génération, justement, proposer un endroit, un lieu, puisque ce ne serait pas dans les lycées, en tout cas, qu'il pourrait se dérouler. Mais pourquoi pas dans les lycées ? Pour moi, l'école est le lieu premier du débat, en enseignant l'histoire, en enseignant ce qui a fait l'histoire de l'État d'Israël, l'histoire de la Palestine. Voilà le lieu parfait pour pouvoir confronter des points de vue, mais certainement pas en bloquant, certainement pas en empêchant certains étudiants d'avoir accès au lycée. Le lieu du savoir, il est fait pour confronter des points de vue, il n'est pas fait pour empêcher l'autre. Mathieu Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu dans Europe 1 Soir Week-end, député Renaissance du Val-de-Marne, membre de la Commission des Finances. Merci d'avoir répondu à nos questions.